co-organisé avec OnCrawl et SMJ. Donc ça fait très plaisir. Et l'idée d'aujourd'hui, si on va parler bien entendu SEO et contenu, et l'idée, ça va notamment être de confronter deux tactiques autour du contenu. La tactique de la création de nouveaux contenus, bien entendu, cette tactique-là, c'est l'une des plus connues, je pense. Mais il y a une autre tactique qui est un peu moins connue, c'est l'optimisation des contenus existants. Et l'idée, ça va être de bien comparer ces deux tactiques pour tout simplement vous aider à définir la stratégie de contenu la plus héroïste possible. Et donc, pour animer ce webinaire, j'ai la chance d'être aux côtés d'Alice Roussel de OnCrawl. Bonjour Nicolas, rebonjour. Bonjour à tous. Donc pour me présenter rapidement, donc, je suis Alice, SEO Operation Manager chez OnCrawl, dans le SEO depuis, on va dire, un petit peu plus de 6 ans. Et vous pourrez notamment me retrouver en tant qu'auteur sur SEJ. Et pour vous donner un petit peu plus de contexte sur OnCrawl, donc c'est un outil SaaS. C'est un crawler, analyseur de logs et aussi un data cube, donc tout ce qui est analyse croisée. Et on va avoir l'opportunité d'en parler un petit peu plus en détail au travers de la présentation d'aujourd'hui. Et pour ma part, donc Nicolas Nguyen, je suis cofondateur de Réputation VP de SMJ, expert SEO depuis 10 ans maintenant, ça ne me rajeunit pas. Et j'ai eu la chance de remporter le concours SEO de 2010. Et vous me croiserez assez souvent dans les événements SEO en tant que speaker. Pour dire deux mots sur Réputation VIP, on est une agence SEO avec la particularité d'être très techno, très R&D et très data-driven. D'ailleurs, on utilise des outils comme OnCrawl. Et l'idée, ça va être d'accompagner, bien entendu, nos clients sur les 3 piliers du SEO, le technical, le content et le netlinking. Et là, on va accompagner des PME, également des grands comptes type Massif, Uber et Burger King, tout simplement à développer leur visibilité en référencement naturel. Et le petit dernier, c'est SMJ, c'est notre plateforme SaaS dont on est vraiment très très fier, qu'on a lancé maintenant, cette année, pendant le SEO Camp Paris en mars. Et SMJ va en toute simplicité en fait aider des marques comme Cdiscount, La Vie Claire ou Studyrama à faire beaucoup plus de trafic, beaucoup plus de conversion et même de chiffre d'affaires à travers leur stratégie de contenu, notamment en les aidant à prioriser leurs actions, en les aidant à optimiser leur contenu et en les aidant à mesurer les gains. Avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, on voulait vous partager quelques chiffres qui sont assez intéressants. Le premier, ici, on voit une forte progression des budgets qui sont consacrés au content marketing, donc c'est assez plaisant à voir le fait que le contenu soit de plus en plus compris et priorisé dans les budgets marketing. Et on peut le voir sur la slide suivante, c'est encore plus plaisant. C'est le contenu rédigé qui arrive parmi les bons élèves de ces budgets-là, avec une part qui est assez importante et consacrée donc à toute cette partie de rédaction de contenu. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, on va vous exposer plusieurs parties et l'idée, c'est de répondre à cette question, je pense, qu'on s'est tous posée au moins une fois. Nicolas, tu me diras si tu es d'accord avec moi. Est-ce que est-ce que je dois davantage créer du contenu, ou est-ce qu'au contraire, il faut que j'optimise ce qui existe déjà? Et donc, on va passer tout ça en travers et vous apporter des éléments de réponse et quelques petites astuces. Eh oui, tout à fait. Et avant de commencer justement le fameux débat entre les deux, là, l'idée, ça va être d'analyser ensemble les différents KPI qui vont vous aider justement à définir cette part de création de contenu et cette part d'optimisation. Alors, le conseil que je peux donner de manière générale, c'est quand vous allez définir votre stratégie de contenu, c'est très important en amont d'avoir la vision globale de l'existant.
D'accord. Là, par exemple, je prends un exemple fictif. C'est un site web dans le secteur du tourisme. Donc, je vends des voyages dans certaines destinations. Et là, l'idée, ça va être tout simplement de regrouper les différentes grandes thématiques de pages et de contenu et de visualiser rapidement ce qu'elles me rapportent d'un point de vue trafic, d'un point de vue chiffre d'affaires si je suis en e-commerce, d'un point de vue conversion si je ne suis pas en mode e-commerce. Et là, typiquement, ce que je peux voir, c'est que la Thaïlande, qui est une de mes thématiques, j'ai créé 100 contenus dessus, donc ça c'est mon investissement. Ça me rapporte 4 000 de trafic et 24 000 de CA depuis le SEO en mensuel. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, chaque visiteur SEO sur cette thématique me rapporte 6 €. Ça, forcément, c'est un point qui est clé à mesurer puisque ça va permettre de faire les calculs de ROI derrière. Et l'idée derrière, c'est pour chaque thématique prioritaire pour mon business que je souhaite vraiment développer, je vais zoomer dans cette thématique et mon enjeu, ça va être d'identifier tout simplement le potentiel de croissance que je peux faire. Alors, il y a plusieurs méthodes pour le faire. L'une des plus simples et efficaces, entre guillemets, c'est notamment de regarder tout simplement les concurrents. Donc là, par exemple, si je zoome sur cette thématique Thaïlande, je peux voir que routard.com a créé 800 contenus sur la Thaïlande et capte 32 000 de trafic. Donc, je peux analyser également les autres concurrents qui vont attaquer, on va dire, des parts de marché potentiellement différentes. Et là, typiquement, je peux voir assez facilement que j'ai un fort potentiel de croissance, ici de plus 700% de trafic. Donc forcément, d'un point de vue chiffre d'affaires, il y a forcément une corrélation. Une fois que j'ai identifié ce potentiel de gain, l'idée c'est quoi derrière? C'est de préparer justement mon calendrier éditorial, ma stratégie de contenu. Et donc là, en regardant justement les différents mots-clés principaux qui méritent une création de contenu, je peux voir que mon mot-clé principal, Thaïlande, en fait, moi, j'ai déjà une page dessus. J'ai déjà créé un contenu. Par contre, je ne suis pas premier. C'est le routard qui est premier. Et si j'arrive à dépasser le routard, je fais 10 000 de trafic SEO mensuel supplémentaire. Donc là, je peux rapidement faire mes calculs d'un point de vue chiffre d'affaires. L'idée, c'est quoi? C'est si ce contenu, je l'ai déjà créé pour le mot-clé Thaïlande, je ne vais pas recréer un autre contenu, je vais optimiser le contenu existant. D'accord, dès que j'ai un mot-clé principal, j'ai un contenu principal, je fais l'alliance des deux. Par contre, je peux voir que le mot-clé carte Thaïlande, là, c'est toujours le routard qui est premier, j'ai un potentiel de 3000, mais là, je n'ai pas créé de contenu. Et vu que je n'ai pas créé de contenu, j'ai intérêt de le créer. D'accord. Donc, c'est vraiment aussi simple que cela. Pour rebondir justement sur ce que tu disais, Nicolas, souvent on a le travers de se retrouver avec beaucoup de contenu à créer ou à optimiser. Et forcément, il faut, au travers d'une roadmap ou autre, arriver à fragmenter tous ces contenus sur lesquels on a besoin de travailler. Et dans ce sens-là, je rebondis sur l'analyse croisée dont je parlais en introduction. Et c'est là où ça prend tout son sens, je vais y arriver. La corrélation entre les données de contenu, les données de crawl, etc., avec des données qui sont davantage business, ici en l'occurrence c'était un chiffre d'affaires, ça va permettre d'identifier toutes les pages qui sont faibles, entre guillemets, toutes les pages sur lesquelles il n'y a pas de valeur ajoutée qui se crée au sens business du terme et sur lesquelles on a plutôt intérêt à travailler en priorité pour que derrière, on arrive à générer de la valeur. Et on peut voir sur la slide suivante la même logique où là, on arrive à découper l'architecture du site par rapport aux sessions SEO actuelles. Et donc, en rouge, là, en l'occurrence, la sanction est immédiate. C'est un peu pour ça que j'ai choisi la capture. On voit directement toutes les pages qui ne génèrent pas de visite, donc potentiellement toutes les pages qu'on doit travailler. Et ici, on va avoir tendance à prioriser les pages qui sont les plus proches de la page d'accueil parce qu'on sait que ce sont les pages que préfère Google parce que notamment elle lui coûte moins cher à aller crawler. Donc c'est cette corrélation entre mes données de site, mes données internes à mon site, de contenu, de page, etc. et ce qui est externe
au SEO, toutes ces données business, etc. Cette corrélation-là qui permet de prioriser et de définir l'ordre dans lequel la création ou l'optimisation doit se faire. Oui, tout à fait. Et ce qui va être intéressant également, c'est que selon le type de site web que vous avez, vous allez pouvoir adopter plusieurs stratégies de contenu. Alors, celle qui est la plus standard, entre guillemets, et qui fonctionne en général pour la majorité des sites web, c'est celle-ci. C'est en gros, vous avez des pages à conversion. Donc là, je reprends mon exemple dans le tourisme, où j'ai une page voyage Thaïlande, hein, tout simplement, qui vise ce mot-clé transactionnel, qui va me permettre justement, quel meilleur taux de conversion en l'occurrence. Et à côté de ça, l'idée, ça va être justement de pousser cette page. Le fait de la faire gagner en visibilité. Donc, bien entendu, je vais l'optimiser, ça c'est la première chose. Mais à côté de ça, je vais faire en sorte de créer plusieurs contenus, donc des guides experts. Hein. Alors, en jargon SEO, on aura tendance à dire cocon sémantique, par exemple. Et l'idée, je vais aller créer un contenu sur la carte de la Thaïlande, sur quand partir en Thaïlande, comment obtenir un visa, etc., etc. Et là, ces guides, ils vont avoir deux avantages et deux enjeux. Ils vont, se positionner dans Google sur tous les autres mots-clés et donc capter du trafic. Le deuxième enjeu, c'est qu'ils vont pousser grâce à du maillage interne la page à conversion. Et du coup, au lieu d'être en bas de première page Google sur le mot-clé voyage Thaïlande, je serai plutôt dans le top 3. Voilà, et une fois de plus, et pour rebondir sur ce que tu disais, je vais insister là-dessus pas mal de fois sur cette fameuse analyse croisée. Là, c'est assez intéressant parce qu'on a une corrélation entre le nombre de mots et les sessions SEO. Je crois qu'on est d'accord tous les deux pour dire que le nombre de mots, c'est sujet à grand débat dans notre écosystème, à savoir s'il y a un minimum, un maximum ou un nombre de mots à respecter. Alors, on ne va pas donner la réponse parce que je suis pas certaine qu'il y en ait une. En tout cas, ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on se base sur la donnée qu'on a à disposition, c'est-à-dire la vôtre, celle de votre site, ici, la corrélation, elle est évidente. Plus on va avoir de mots sur une page, plus on arrive à générer des sessions SEO. Donc, évidemment, on aura des cas où ce sera peut-être l'inverse, mais en l'occurrence, ici, c'est cette analyse de cette corrélation qui permet de se dire et qui permet de situer l'effort qu'il y a à faire en termes de création pour aller récupérer de la visite. Oui, tout à fait. Moi, pour donner un retour d'expérience, hein, j'ai des clients qui créent vraiment des grosses volumétries de contenu dans le but d'une grosse croissance. Et de base, ils mettent dans le brief, c'est minimum 2000 mots par contenu. Hein. Et c'est notamment avec ce type d'approche que ça fonctionne le mieux. Après, la longueur de contenu en soi, c'est un raccourci pour plein de choses. C'est un raccourci pour dire, OK, il faut faire un contenu profond, un contenu poussé. Donc, c'est pas juste des mots pour des mots. Mais c'est sûr que c'est un critère, dans tous les cas, mesuré. Alors après, si on bascule plus sur les typologies de sites web de type e-commerce, la particularité qu'ils vont avoir, c'est d'un côté, ils vont avoir des catégories produits, par exemple perceuse, il va y avoir des pages marques, par exemple Bosch, des fiches produits. Et là, l'idée, ça va être bien entendu d'optimiser les catégories produits, d'optimiser les pages marques. Pour les fiches produits, bon, on va peut-être pas optimiser toutes les fiches produits, ça peut vite être compliqué d'un point de vue contenu rédigé, mais vous avez peut-être une centaine de fiches produits qui génèrent un peu 80%, on va dire, peut-être pas du chiffre d'affaires, mais au moins les 80% les plus intéressants d'un point de vue ROI. Eh bien, là, celle-ci, vous avez sûrement intérêt à les optimiser également. En plus, il faut savoir qu'une fiche produit qui se positionne bien dans Google, en général, c'est un super taux de conversion. Moi, j'ai vu des taux de conversion monter jusqu'à 20%. Dans tous les cas, une fois qu'on a fait ce travail d'optimisation, très clairement en e-commerce, vraiment le gros levier de croissance d'un point de vue content, c'est de créer des guides d'achat. Donc, si j'ai une catégorie commerce perceuse, j'ai intérêt de créer un guide d'achat, comment choisir sa perceuse. Par exemple, ça fonctionne extrêmement bien, à la fois pour votre audience, hein, parce que ça crée, vous aidez vos clients à choisir une perceuse, donc ça peut augmenter les taux de transfo très clairement, mais aussi d'un point de vue purement SEO. Pour rebondir sur ce sujet-là,
Tu parlais donc des guides d'achat. Il y a d'autres techniques qui permettent d'aller chercher des opportunités de contenu. Ici, sur le graphique qu'on a, on voit que le nombre de fiches produits est beaucoup plus important que le restant du site. Évidemment, en général, on a un catalogue produit qui est plus large que le nombre de catégories, sous-catégories et nombre de guides d'achat, etc. Une des techniques qui peut être intéressante à aborder, c'est de prendre le bénéfice de la navigation à facettes et de trouver toutes les combinaisons possibles et indexables donc, qui peuvent derrière corréler un volume de recherche relativement important. Je rebondis sur ton exemple des perceuses. On peut créer une page perceuse plus marque A, perceuse plus marque B, ou si c'est pas produit plus marque, ce sera une autre combinaison. Mais justement, jouer sur tous les bénéfices de la navigation à facettes, ça peut permettre de grandir le nombre de pages, grandir le nombre de possibilités et derrière avoir un scope de mots-clés beaucoup plus important. Donc ça peut être une technique assez intéressante à aborder. Oui, totalement. C'est même un indispensable, je dirais. Et ensuite, si on regarde les sites web plutôt de type média, qui vont avoir la particularité de publier énormément d'actualités, donc tout ce qui est contenu chaud. Donc là, dans cet exemple, je prends un site web, par exemple, qui fait des actualités sur Star Wars 9, qu'on a bien entendu tous hâte d'aller voir cet hiver. Bien, par exemple, voilà, il va y avoir des actualités sur Star Wars 9, nouveau teaser, nouvelles rumeurs, etc. etc. Et l'idée, en fait, de ces contenus chauds, ça va être vraiment de faire en sorte grâce au maillage interne, de pousser une page portail, donc un contenu froid. Alors là, typiquement, une page portail Star Wars 9, le film. Là, vous pouvez, pour visualiser, vous pouvez imaginer celle d'Allociné, et donc de faire en sorte que ces actualités poussent cette page portail. Et du coup, c'est en la poussant, et également, bien entendu, il faut qu'elle soit optimisée, qu'elle va pouvoir se positionner en première page Google sur les mots-clés les plus importants. Et ça, c'est un point qui est important parce que je vois beaucoup de sites web métiers au final qui ne le font pas. Alors, soit qu'on les pages portail, mais qui ne font pas le maillage interne, soit qu'on n'ont quasiment pas de page portail ou sous-optimisé. Ça, c'est vraiment un conseil important que je vous donne. Et pour illustrer ça, on voit ici le découpage du volume de mots entre ce qui est contenu chaud, ce qu'on peut aussi appeler contenu de type breaking news ou snacking. C'est vraiment des contenus qui vont être très petits, très courts, mais qui vont, comme tu le disais, au travers du maillage interne, permettre de dynamiser tout ce contenu froid, toute cette page finalement sur laquelle on attend pour générer de la valeur et venir la dynamiser jusqu'à la date de l'événement. Alors maintenant, justement, si on zoome sur les avantages et les inconvénients des deux tactiques, on va commencer par celle qu'on connaît tous, hein, c'est la création des nouveaux contenus. Mais justement, l'idée de cette création de nouveaux contenus, faut vraiment la visualiser comme plusieurs leviers. Le premier levier, donc ça on en parlait avant, c'est de renforcer vos pages stratégiques. Ça c'est important de le prendre en compte, hein. Google, aujourd'hui, quand il analyse l'ensemble de vos sites web, de votre site web, d'un point de vue contenu, si je devais faire une métaphore, c'est un peu comme s'il allait le découper en plusieurs bouquins. Et là, typiquement, on peut voir lesfurets.com, ils ont un joli gros bouquin qui s'appelle Assurance Habitation, avec une belle page de garde qui est en première position sur Assurance Habitation. Et en fait, aujourd'hui, si lesfurets.com sont premiers sur Assurance Habitation, c'est notamment parce qu'ils ont créé 900 contenus autour de l'assurance habitation. Et ça, c'est important de le visualiser. C'est un changement en soi parce que, au final, je pense avant Hummingbird, c'était moins le cas, voire pas le cas. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on va dire, un levier important à prendre en compte. Donc, du coup, tous ces contenus, bien entendu, ils captent du trafic, mais en plus, ils poussent vos pages stratégiques.
Le deuxième enjeu, quand vous allez créer des nouveaux contenus, ça va bien entendu être d'aller chercher des nouvelles parts de marché. Donc là, pour illustrer la chose, j'ai repris mon exemple sur ce site web de tourisme. Moi, je suis le petit rond orange et donc je peux voir globalement que je peux, ne serait-ce qu'en me comparant aux concurrents, aller chercher beaucoup plus de parts de marché où aujourd'hui je ne suis pas visible. Et ça, c'est mathématique, ça passera forcément par la création de nouveaux contenus. Ouais, Et puis oui. Nicolas, si je peux t'interrompre sur les parts de marché, et ça va faire le pendant avec la slide sur laquelle je viens de te couper. On n'a pas tous la chance parfois de s'appeler routard.com ou last minute, et parfois on va plutôt avoir intérêt à choisir une stratégie qui est beaucoup plus agressive. Donc on ne va pas travailler sur un scope de mots-clés trop important parce qu'on n'a pas les moyens, pas le temps, etc. Mais on va privilégier des mots-clés qui amassent un volume de recherche suffisamment fort et on va croiser les doigts pour arriver par le haut de la première page et capter tout ce trafic et finalement avoir une part de marché plutôt équivalente à celle des concurrents. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et comme tu disais d'ailleurs, alors là c'est plutôt un exemple où on a des moyens. C'est que grâce à la création de contenu, faut savoir que c'est une technique aussi pour aller générer une croissance ultra rapide. Alors là, j'ai plein d'exemples que je pourrais vous partager. Là, j'en ai choisi un qui est pour moi une très belle success story, c'est celle de Mano Mano, où en 2016, ils faisaient 0 de trafic. Aujourd'hui, ils font 5 millions de trafic SEO, donc ils sont passés devant plein de concurrents historiques en l'espace de quelques années. Ils sont allés très très vite, et c'est notamment grâce à leur stratégie de contenu où on peut voir qu'en l'espace de 3-4 ans, ils ont créé 1200 guides d'achat, donc ces fameux comment choisir sa perceuse, mais ultra poussés. Donc allez voir ce qu'ils ont fait, c'est complètement génial. Et ça pousse du coup leur catégorie produit. Et donc par exemple, aujourd'hui, ils sont premiers sur perceuse. Donc ça, c'est vraiment le prendre en compte. Aujourd'hui, de plus en plus de startups commencent sur ce modèle-là et passent devant des très gros qui n'ont pas pris le virage. On pourra penser d'ailleurs à certains acteurs du tourisme sur ce sujet. Et justement, je rebondis sur cet exemple de Mano Mano parce que je le trouve vraiment très intéressant et c'est vraiment, comme tu le disais, assez fort de voir la progression qu'ils ont eue. Et je pense que, je l'imagine, qu'ils se sont posé la question du volume de contenu qu'ils avaient à créer qui est assez important. Et donc, comme je le disais en introduction tout à l'heure, parfois on a besoin d'arbitrer entre ce contenu pour savoir lequel on va travailler en priorité, en tout cas en premier lieu. Et l'idée ici, donc évidemment, il y en a d'autres, mais cette idée-là, je pense que c'est peut-être une des plus faciles à mettre en œuvre. Cette matrice, elle met en exergue votre connaissance search, c'est-à-dire les tendances de recherche, les volumes de recherche, la saisonnalité, etc., etc. Et puis à côté, elle va venir mettre en parallèle toute votre connaissance business ou en tout cas toutes les attentes de votre direction sur ce marché-là. Ça peut notamment prendre en compte le coût de la création, les marges, etc. si c'est du e-commerce. Et la combinaison de tous ces facteurs va vous permettre en fait de bâtir cette matrice et vous permettre de fragmenter votre travail sur le contenu sur 6 mois, 12 mois, etc. Et donc, ce sera beaucoup plus facile, notamment, de le vendre à votre direction avec un plan d'action parfaitement lissé sur 12 mois et justifié avec les données qui leur parlent et puis les données qui sont importantes pour le SEO, notamment les tendances de recherche, comme je disais. Et donc je rebondis là-dessus. Donc on a pas mal balayé les avantages de la création de contenu. Évidemment, il y a des inconvénients qui viennent avec. Je pense que le premier, et Nicolas, je pense que tu seras d'accord avec moi, j'espère. Le premier, c'est le temps de rédiger les briefs. Ça prend énormément de temps. Et il faut évidemment pas oublier toute cette composante SEO parce que malheureusement, on parle parfois à des personnes pour qui c'est pas forcément évident d'avoir en tête
cette brique SEO qui est nécessaire au contenu. Et qui dit brief dit donc achat de contenu, que ce soit en interne finalement ou à l'externe. Donc ça représente un investissement qui est relativement conséquent. Et à côté de ça, je rebondis sur le fait de parler à cette direction. On demande un investissement qui est important. Et à côté de ça, on sait que pendant une période qui est généralement constatée entre 3 et 6 mois, après évidemment c'est du sur-mesure et il faudrait regarder le site plus en détail, mais on va avoir une inertie des gains pendant une période qui peut paraître longue. Mais complètement, complètement. Mais totalement d'accord sur les 3 points. J'ajoute un point sur le brief SEO. C'est un peu tout le monde sait qu'il faut le faire et personne ne le fait. Je le remarque avec les clients avant qu'ils embarquent dans SMJ. Il faut savoir que nous, en interne, avant de créer SMJ, ça nous prenait plusieurs heures. Par contre, du coup, on avait 9 contenus sur 10 qui faisaient du trafic. Et c'est notamment pour ça qu'on l'a automatisé avec SMJ. Ça, c'est la clé, le brief SEO. Faites les briefs SEO. C'est vraiment très, très, très important. Donc, j'appuie ce point et je suis totalement d'accord d'ailleurs sur tout le reste. Donc justement, pour rebondir sur ces inconvénients, en face, il y a une autre technique, il y a une autre tactique, c'est l'optimisation des contenus existants. À quoi ça va nous servir d'optimiser des contenus existants? Déjà, ça va nous aider, ne serait-ce qu'à maintenir notre trafic actuel. Ça, c'est un point qui est très important à prendre en compte. C'est que le contenu aujourd'hui, c'est plus du contenu jutable. C'est fini cette période-là. Maintenant, on est sur du contenu. Moi, j'aime bien faire la métaphore. C'est comme un potager. Il faut l'entretenir. Et là, typiquement, pour illustrer cette partie-là, on peut voir ce tweet qui a été fait en avril par Google au moment de lancer les commandes before et after, où ils expliquent pourquoi ils les lancent. Ils les lancent parce qu'aujourd'hui, dans l'algo pour la majorité des requêtes va privilégier des contenus à jour, des contenus frais, d'un point de vue référencement naturel. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Alors, sur cette slide, Nicolas, tu m'arrêteras si je m'emballe, c'est des et j'aime bien ça, donc peut-être qu'il reste un peu trop de temps. Ici, ce qui est intéressant, c'est un use case dont je voulais vous faire part. Je disais tout à l'heure utiliser des données analytiques, données business pour conduire vos analyses croisées. En l'occurrence, ici, les logs, c'est la seule information qui va réellement vous dire comment Google réagit par rapport à votre site et en l'occurrence ici par rapport au contenu. Ici, ce qu'on voit, donc on a la mesure des bot hits, c'est-à-dire le nombre de fois par jour où Google va venir hitter une page. En l'occurrence, ce qu'on voit là, c'est le nombre de hits sur des articles. On se parle d'un site média anglais et on a une segmentation qui est faite sur la date de publication. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en bleu ciel, donc entre les années 2000 et 2017, on a des articles qui sont énormément hités encore aujourd'hui, ce qui peut paraître surprenant. Et à l'inverse, les articles qui sont les plus récents ne sont pas trop hités par Google. Donc ici, ce qu'on comprend, c'est que Google préfère passer davantage de son temps et dépenser plus d'argent à crawler ce qui est relativement vieux versus ce qui est récent. Et donc pour la petite histoire ici, mais ça prend tout son sens, donc il s'agit d'un journal en ligne pour lequel la stratégie éditoriale, en tout cas la ligne des journalistes a complètement changé du fait que l'effectif ait été réduit. Et on est passé à des articles qui étaient très longs, parfois en plusieurs parties, qui faisaient davantage penser à des articles d'investigation, vraiment des réelles histoires, on va dire, sur plusieurs articles, versus aujourd'hui des articles qui sont pas plus longs qu'une dépêche AFP, j'exagère un peu, donc plus du contenu snacking, breaking news, qui correspond peut-être aussi davantage à ce que attendent les utilisateurs, mais on a quand même une préférence nette de Google pour les articles qui sont plus anciens et qui continuent à répondre aux questions des internautes puisque ça continue à capter du trafic. Mais c'est intéressant, enfin tout ça pour dire que c'est intéressant de corréler vos données avec les données de log pour comprendre, au-delà des efforts que vous faites sur le contenu, ce que Google aime actuellement sur votre site internet et ça vous permettra de prendre les bonnes décisions.
Oui, complètement. D'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, Alice, si jamais vous voyez qu'un de vos contenus petit à petit perd du trafic, en général, c'est un bon signal pour dire, OK, j'ai peut-être intérêt à le mettre à jour. Et justement, je rebondis là-dessus. Donc là, je vous invite à lire un des brevets de Google sur la page importance parce que ça met très bien ce fonctionnement en exergue. Ici, on voit que plus un contenu va être mis à jour, plus le besoin d'exploration de Google va être fort. Plus on va démontrer à Google qu'on arrive à faire des mises à jour régulières qui restent quand même pertinentes évidemment, plus Google va comprendre qu'il doit venir régulièrement, en tout cas autant de fois où il va y avoir de mises à jour, en théorie, sur le site pour découvrir ces nouveaux contenus, mais aussi pour poursuivre sa découverte de nouvelles pages au travers du maillage interne, comme on en parlait tout à l'heure. Oui, complètement. Alors, il y a un autre enjeu qui va être intéressant quand on va optimiser des contenus existants, c'est que globalement, vous avez des très gros gains à la clé. Là, je prends un exemple, c'est le mot-clé beurre de karité. Je suis le 10e résultat, admettons, je fais 600 de trafic environ. Mais en fait, ce contenu-là que j'ai créé à l'époque, dans cet exemple, il a déjà fait 90% du chemin dans Google. D'accord ? Il n'est pas en page 10, il n'est pas en page 5, il est en première page Google. Sauf que le gain maximum, il se passe où ? Il se passe au moment où on arrive dans le top 5 et dans le top 3. Donc là, dans cet exemple, typiquement, on voit que dès que j'arrive dans le top 3, je vais pouvoir chercher x5, x6 de trafic en optimisant le contenu. Alors, comment on optimise le contenu ? C'est le sujet d'un tout un autre webinar, d'ailleurs, qu'on a déjà fait. Mais juste pour vous le dire, hein, vous cliquez sur les 3 premiers résultats et vous faites mieux qu'eux. C'est aussi simple que ça, entre guillemets, d'un point de vue contenu. Une fois encore, pour optimiser l'existant, il y a une combinaison qui est assez intéressante. Le premier graphique qu'on voit en haut à droite met en avant ce que tu disais, Nicolas, les pages qui sont entre les positions 4 et 10, donc les pages sur lesquelles on va avoir tendance à travailler. Et on a une métrique qui est le niveau de compétition, donc qui est donné par un outil. Enfin, il y a plein d'outils qui le donnent. Et on voit directement le pourcentage de pages sur lesquelles le niveau de compétition est faible, donc potentiellement des pages sur lesquelles il va être facile de travailler. Et idem avec le graphique qui est juste en dessous, on a le même découpage par rapport au niveau de compétition et on le corrèle par rapport au nombre de mots. Et donc, ça permet de mesurer l'effort qu'il va falloir produire en termes de ajout de contenu ou en tout cas de mise à jour pour arriver à des niveaux qui, comme on le voyait tout à l'heure, arrivent à générer des sessions SEO. Oui, complètement. Nous, on le voit au travers de SEMJ, hein, très généralement, quand vous êtes en bas de première page Google, si vous avez un contenu, par exemple, de 500 mots ou de 1000 mots, vous regardez le top 3, vous verrez très largement, en général, il y en a, ils font beaucoup plus en termes de profondeur de contenu. Et c'est l'idée aussi, du coup, de faire un contenu plus quali, quoi. Alors, l'autre point, justement, d'un point de vue avantage pour l'optimisation de contenu, c'est que d'un côté, on disait la création de contenu, c'est beaucoup d'efforts, hein, c'est des gros investissements, il faut faire des briefs SEO, etc. Là, l'avantage d'optimiser un contenu existant, c'est il y a plein d'étapes qui sautent. Il n'y a plus de comité éditorial, il n'y a plus de brainstorm autour du sujet, il n'y a plus d'intégration de nouvelles pages, etc. Toutes ces étapes, elles sautent. On se concentre quasiment exclusivement sur l'étape de je rajoute du contenu, notamment, donc je rajoute du texte, je le valide, hein, bien entendu. Et là, pour illustrer cette partie-là, typiquement, on a plein d'exemples dans CMJ de ce type-là, où le client il rajoute par exemple 40% d'efforts en rédaction, donc là du texte par exemple, et à côté de ça, il obtient plus de 100% de trafic. Donc ça, du coup, c'est sûr que quand on n'a pas des gros budgets en content, cette partie optimisation, très clairement, c'est l'approche la plus héroïste qu'on connaisse. Et un autre conseil que je vais vous donner sur cette partie-là, ça va être de monitorer vos gains dès que vous optimisez les contenus. Faut savoir que quand vous optimisez un contenu, vous pouvez avoir des gains le mois suivant, parfois ça prend 3 mois,
Parfois, ça prend 6 mois. Et c'est très important de mesurer ces gains pour justement derrière, tout simplement les partager au sein des équipes. Donc là, typiquement, on peut voir, là, c'est un client CMJ qui a optimisé ses différents contenus. Et là, il peut visualiser que, tiens, en effet, en optimisant mon guide d'achat avec un joli content score CMJ de 80, j'ai fait quasiment 1000% de hausse de trafic. Donc ça, c'est important de le suivre pour vraiment derrière continuer cette démarche. Alors, il y a un autre point qui va être clé, toujours dans ce module reports de CMJ, c'est de suivre en fait les gains de chiffre d'affaires quand on est en e-commerce. Parfois, on a tendance à se concentrer un peu trop sur les gros chiffres, notamment les gros chiffres de trafic. Au final, ce qui compte en e-commerce à un moment donné, c'est forcément le chiffre d'affaires et la marge. Et là, typiquement, on peut voir quoi? On peut voir des choses assez intéressantes. On peut voir que en optimisant un contenu de type guide d'achat, je gagne du chiffre d'affaires. Ça, c'est en first click SEO. Donc, ces guides d'achat me drive du chiffre d'affaires. Et puis, en optimisant aussi mes catégories e-commerce, je gagne en chiffre d'affaires. Et une nouvelle fois, non pas que je veuille à chaque fois présenter les inconvénients, ici on en trouve aussi. Le premier, c'est la valeur ajoutée. Ce qu'on entend par là, c'est que quand vous allez optimiser des contenus qui existent déjà, il va pas falloir se contenter d'ajouter du contenu pour en ajouter, parce qu'au risque là de perdre en pertinence et donc derrière en légitimité. Et idem, le second inconvénient qu'on peut voir et qui est relativement similaire, c'est que le SEO reste une science qui est inexacte. Et parfois, on aura beau avoir fait une analyse béton, on va modifier quelque chose quelque part, ne serait-ce qu'au niveau du contenu, qui va faire que potentiellement, on va perdre un petit peu en performance. Et le troisième inconvénient là-dessus, c'est que si on se focalise uniquement sur l'optimisation de ce qui existe déjà, potentiellement, on va pas avoir, en tout cas, on va pas travailler sur le même périmètre de mots-clés. Donc, il y a peut-être certaines questions, certaines requêtes auxquelles on ne va pas apporter les bonnes réponses et donc des requêtes où on sera absent. Alors, ça me permet de rebondir, en tout cas d'introduire la conclusion et avant de rentrer dans le détail, la réponse qu'on peut apporter à cette question de est-ce que je dois créer ou est-ce que je dois optimiser, je pense, Nicolas, qu'on est tous les deux d'accord pour dire qu'on va répondre ce que tout SEO répond. Ça dépend. Complètement, dépendre... complètement d'accord. Ça va, j'attendais de la placer celle-là parce que je l'aime bien. Ça va toujours dépendre de votre site internet, de votre secteur d'activité, de ce que font ou ne font pas les concurrents, de la marge de manœuvre aussi que vous avez. Mais on peut dessiner certains bénéfices à la création, à l'optimisation. Pour la création, on est d'accord qu'on va réussir à pousser des pages qui sont stratégiques. Je le disais juste avant, on a un scope de mots-clés qui est potentiellement plus important. Et on peut avoir une stratégie, si je rebondis sur celle de Mano Mano, d'avoir des parts de marché extrêmement importantes. Rappelons quand même que Mano Mano est arrivé par la petite porte. La barrière à l'entrée était quand même relativement élevée et aujourd'hui c'est un des leaders, ou si je ne dis pas de bêtises, peut-être le leader de ce secteur-là. Et le troisième point, c'est qu'on arrive à générer de la croissance relativement rapidement. À côté, quand on optimise ce qui existe déjà, on bénéficie évidemment du travail qui a été fait en amont. Encore faut-il que le travail qui a été fait soit correct. On a des gains qui sont importants à la clé parce qu'on a un investissement qui est inférieur. Et à côté de ça, on va fournir moins d'efforts parce qu'on a déjà un socle qui est relativement important. Et là-dessus, deux conseils que j'aurais tendance à donner. Le premier, c'est l'analyse croisée, encore une fois. N'oubliez pas quand vous faites vos analyses de ne pas uniquement vous concentrer sur le crawl, en tout cas sur votre audit. L'audit, c'est des résultats qui sont figés à un instant T, mais c'est intéressant de les faire parler avec des données business, des données analytics, des données de log, éventuellement des données du référencement payant, pourquoi pas,
Mais voilà, davantage de données pour faire parler la donnée de base et prendre des décisions qui permettent de prioriser vos actions. Le second point, c'est orientation sur mesure. Je le disais précédemment, c'est du cas par cas. Chaque site est différent. On sait que la pondération des critères est différente en fonction des secteurs d'activité, en fonction du niveau de concurrence. Donc, évidemment, il faut avoir tout ça à l'esprit pour bâtir sa stratégie et certainement allier création et optimisation au final. Tout à fait. Et pour ma part, si j'ai 3 conseils à donner, le premier, c'est de toujours garder en tête et focaliser les thématiques qui sont au cœur de business. Donc celles-ci, faut pas les lâcher, hein, bien entendu. C'est celles qui vous rapportent de l'argent ou qui vont vous rapporter de l'argent ou du trafic. Et pour y arriver, l'idée, en fait, c'est plutôt d'allier les deux tactiques. Hein, c'est-à-dire que si je reprends le fameux exemple sur le tourisme, vous l'aurez compris, j'ai déjà des contenus sur la partie Thaïlande, je les optimise, ça c'est sûr. Et à côté de ça, vu que je veux viser le top 3 sur Voyage Thaïlande, je crée davantage de nouveaux contenus sur cette thématique. Ça, c'est vraiment un point qui est clé. Tout comme sur cette partie-là, moi, je connais des entreprises qui font 100% de création. Je connais des entreprises qui font 100% d'optimisation. Moi, j'aurais tendance à dire, faites justement des deux. Faites un 70-30, faites un 50-50, mais faites les deux. Et ça, c'est un point important. L'autre chose qui va être clé, Alice a partagé ses statistiques en introduction. Le secteur du content marketing, qui est un des piliers du SEO, est en train de bouger. C'est un secteur en forte croissance. C'était des statistiques des USA. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur les prochaines années en France, ça va booster encore plus que cette année. Et donc, vous avez tout intérêt à mesurer les résultats de vos campagnes de contenu, à prouver le ROI, à montrer aussi ce que font les concurrents à vos équipes, à votre direction, pour tout simplement débloquer un maximum de ressources et de budget sur cette stratégie de contenu qui, aujourd'hui, nous, on le voit à travers les différents clients qu'on accompagne. Dans tous les cas, aujourd'hui, le contenu, dès qu'il est de qualité, c'est une stratégie gagnante. Donc voilà. Merci à tous pour votre attention pendant ce webinaire. J'espère qu'il vous apportera du coup des nouvelles idées pour améliorer votre stratégie de contenu et générer encore plus de croissance. Un énorme merci à toi, Alice, pour avoir accepté de co-animer avec moi ce webinaire. Et puis, un gros merci aux équipes d'OnCrawl et de SMJ pour l'organisation de tout ce webinaire. Merci à tous. Et l'idée maintenant, c'est de pouvoir répondre aux différentes questions. Donc là, on a 15 minutes devant nous pour répondre aux questions. Alors, ne bougez pas, on va regarder justement si vous pouvez me montrer les questions. Alors, on est en train de nous préparer les questions à répondre. Alors, toi, Alice, est-ce que tu les vois les questions? Non, je les vois pas. Je crois que je vais peut-être... on me les montre à l'oreillette. D'accord, ah oui, d'accord, il faut cliquer sur une petite icône. Excusez-nous. Alors, les questions, voyons voir. Oula, il y a beaucoup de choses. Donc, j'ai une question. Où placer ces guides d'achat? Où placer ces guides d'achat? Donc ça, c'est pour l'e-commerce de Lucie. Est-ce qu'on les met directement sur la page produit via un onglet blog? Ok, excellente question. Moi, le conseil que je peux vous donner là-dessus, sur les guides d'achat, si vous allez sur le site web
de Decathlon. Je trouve qu'ils font ça plutôt bien. Par exemple, vous allez sur la catégorie gants de boxe, vous verrez, il y a un petit encart, comment choisir ses gants de boxe. Et je trouve que d'un point de vue UX, alors là, je retire la casquette SEO, hein, même si l'UX, c'est un impact justement aujourd'hui, mais ce guide d'achat, bien entendu, il aide d'un point de vue SEO, mais il aide aussi avant tout vos prospects à acheter. Donc, il faut le rendre visible intelligemment. Donc, moi, j'aime bien l'exemple de Decathlon. Peut-être que toi, Alice, tu as d'autres conseils là-dessus. Là-dessus, ce que j'aurais à dire sur les pages produits, ça m'a fait directement penser à une chose, c'est que les fiches produits, en général, elles ont un cycle de vie. Il y en a certaines qui vont disparaître parce que le produit n'existe plus ou parce qu'il est hors stock, etc. Donc, s'il y a une stratégie qui est basée là-dessus, faire attention aux liens morts. Et en blog, ça reste aussi intéressant. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ça dépend. Le blog, il faut pas oublier de l'alimenter régulièrement. Souvent, c'est un petit peu le parent pauvre de ces stratégies qui, au départ, sont bien alimentées et puis ça perd en puissance par la suite. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'était en introduction du webinaire, bien penser à fragmenter ces contenus et à les étaler sur la durée pour avoir de quoi alimenter le blog ou ce qui est déposé là dans les pages produits directement. Oui, complètement. Ça, c'est un bon point. D'ailleurs, ça permet de rebondir sur une deuxième question. C'est une question de Paula qui demande « Bonjour, est-ce intéressant de conserver un blog sur un e-commerce ou plutôt de développer des pages stratégiques ?» Toi, Alice, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Moi, j'aurais tendance à utiliser des pages, ce que Paula appelle des pages stratégiques versus un blog, pour la simple et bonne raison que je pars du postulat que quelqu'un arrive sur un site e-commerce, on va avoir une recherche qui est davantage transactionnelle. Je pense que l'effort d'aller chercher le complément d'information va se faire sur une page stratégique versus sur un blog où on va avoir beaucoup d'informations qui sont mélangées parce qu'on traite de différentes choses. Une page stratégique, elle va être identifiée dans une catégorie particulière, une sous-catégorie particulière, donc elle aura davantage de pertinence à mon sens en termes de maillage interne, mais aussi en termes de position pour l'internaute que sur un blog qui en général va être dissocié du site ou dans une partie plus spécifique. Oui, alors d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, souvent derrière le blog se cache, on va dire, une facilité de mise à jour du contenu, notamment avec les CMS WordPress, etc. Donc ça fonctionne, hein. Si vous mettez vos guides d'achat dans un blog, ça fonctionne. C'est juste que d'un point de vue, à un moment donné, il faut les rendre visibles. Donc, c'est sûr que d'avoir directement les conseils intégrés, par exemple, dans votre catégorie commerce et que ça pointe vers une page qui est dans le même template, c'est quand même plus sympa d'un point de vue UX, potentiellement d'un point de vue SEO. Après, tout dépend de la souplesse, bien entendu, je dirais, de votre CMS e-commerce. Après, on a une question de Valérie qui nous pose la question, qu'appelez-vous un brief SEO? Ouais, là-dessus, un brief SEO, tout simplement, je dirais que c'est un document qui permet d'introduire le contenu qu'on attend en termes de rédaction, le sujet qu'on veut aborder, les grandes idées qu'on veut insérer à l'intérieur, éventuellement certaines informations qui sont importantes du type la ligne éditoriale, à qui on s'adresse, et puis ensuite, ce document, il est généralement conclu par certaines consignes SEO, entre guillemets, c'est-à-dire des choses auxquelles il faut faire attention pour que le contenu respecte certains critères qui sont importants pour que le contenu ait une qualité, un certain niveau de qualité en fait pour les algorithmes. Oui, complètement. Mais pour faire une métaphore, hein, demain, si vous construisez un immeuble mais qu'il n'y a pas de plan à la base, ça risque de mal se passer. Le contenu, c'est pareil. C'est simple. Aujourd'hui, si vous voulez être premier dans Google sur un mot-clé, il faut faire un meilleur contenu que le top 3. C'est aussi simple que ça. Cependant, pour y arriver,
quand on va guider le rédacteur, le but du brief SEO, c'est de lister toutes les consignes nécessaires pour faire un contenu meilleur que les contenus concurrents. Notamment, c'est quoi les mots-clés que j'attaque dans les H2, les thématiques que j'attaque, c'est quoi les questions des internautes, etc. Vraiment structurer le tout. C'est quoi également la longueur du contenu, l'internaute qui recherche cette information, pourquoi il la recherche, pour vraiment faire un contenu le plus quali possible, notamment avec un objectif, c'est qu'il fasse du trafic SEO. Et ça, c'est un point qui est très important, parce que quand vous faites du content marketing, alors à moins de faire du trafic payant, qu'est-ce qui drive du trafic vers vos contenus à la longue? C'est le SEO, 80%. Donc, cette partie SEO est vraiment très, très importante. Alors, une autre question. Lorsqu'on met à jour un article de blog, doit-on également mettre à jour la date de publication? Quel outil avez-vous utilisé pour voir le trafic des articles? Il y a deux questions en une. Des articles. Alors peut-être on va répondre à la première question. Est-ce qu'on doit mettre à jour la date de publication? Question de Marie. Ouais, alors là-dessus, j'aurais pu en parler dans la présentation. En général, on a deux dimensions, la date de publication donc, qui ne bouge pas, et on a une variable, donc la date de modification, qui là, évidemment, va se mettre à jour à chaque modification du contenu. Donc, c'est mieux d'avoir ces deux variables dans le code source pour faire le distinguo entre les deux et utiliser les bonnes mesures. Ouais. Ensuite, pardon. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, ne serait-ce que d'un point de vue utilisateur, quand vous tapez un mot-clé, vous voyez les résultats avec des dates. Quand vous voyez un contenu qui date de 2019 et un contenu qui date d'il y a 3 ans, je vous laisse imaginer celui qui a le plus de taux de clic. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est important, en effet, si vous mettez à jour le contenu et qu'il est daté, de mettre à jour cette date de publication. Ensuite, la deuxième question, c'était quel outil avez-vous utilisé pour voir le trafic des articles? Alors ça, c'était sur la slide où je montrais les contenus leaders sur chaque mot-clé. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé Ahref. Et si je ne veux pas faire trop de pub, vous pouvez également utiliser SEMrush. Donc voilà, il y a les deux en général qui fonctionnent très très bien. Alors ensuite, nous avons une autre question concernant le contenu chaud. Que pensez-vous de la suppression des contenus obsolètes? Bonne question. Ici, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est mettre à jour le contenu, par exemple. On va prendre quel exemple on peut avoir? Si je rebondis sur les perceuses tout à l'heure, si je parle d'une perceuse en particulier qui a un nouveau modèle qui remplace celui dont je parlais, tout simplement, je peux faire une mise à jour. Mais cette mise à jour, je peux la tourner de façon à conserver ce que j'avais déjà écrit, indiquer en haut de l'article qu'il y a une date de modification à tel moment, et ensuite dire voilà, le produit a changé pour telle et telle raison. Ça permet de garder l'historicité, notamment si la page elle performait bien, c'est-à-dire qu'elle était bien positionnée et qu'elle captait un trafic relativement important, et puis introduire ce qui est nouveau. Donc soit directement dans la page, soit dans plusieurs paragraphes avec un maillage interne qui permet de rebalancer l'information sur une page dédiée à ce nouveau produit ou en tout cas à ce qui est plus récent. Ouais, et pour rebondir, alors moi je dirais tout dépend de la qualité du contenu chaud. Si on parle de 1000 contenus qui ont ramené 0 visite multicanal, bon voilà. Mais si c'est des contenus chauds qui étaient intéressants, etc., ça serait dommage de jeter, entre guillemets, ce contenu à la poubelle, puisqu'il donne une autorité sémantique à votre site web. Alors après, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école aussi des pages zombies qui disent voilà, si tu as 99% des pages qui ne font pas de trafic, c'est un problème. C'est vrai aussi, ça dilue aussi la puissance. Donc, il faut bien jongler entre les deux. Si dans tous les cas, votre contenu chaud, ce qui est important, c'est s'il fait plus trop de trafic, il faut au moins qu'il fasse du maillage interne. Ça, c'est la clé. Et si vraiment vous avez beaucoup trop de contenu chaud, inutile, entre guillemets, vous pouvez potentiellement fusionner pour faire en faire des contenus froids. Alors, ensuite,
Question, lorsqu'on met à jour un article de blog, ah ben on l'a déjà utilisé, déjà eu. On se fait spammer. Autre question. Bonjour, quelques conseils pour optimiser du contenu lorsque le sujet ne bouge pas. Un sujet qui ne bouge pas, y en a-t-il beaucoup? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Alice? J'ai quelques exemples de sujets qui ne bougent pas. Moi, je me souviens d'un exemple de Vincent Courson sur des poignées de porte. Effectivement, c'est un peu compliqué de rajouter des choses là-dessus. Ah, ouais. Ou peut-être que si, mais ce qui peut être intéressant ici, c'est de regarder les requêtes si s'il y a différentes façons de requêter et que tout n'est pas été requêté, tout n'est pas été rédigé, pardon, et s'il y a pas des sujets annexes ou similaires qui viendraient pousser finalement cette page qui deviendrait une page stratégique ou une page hub. Complètement. Bah là, en tout cas, en effet, hein, regardez les sujets connexes pour créer davantage de contenu, cocon sémantique, et puis aussi de vérifier que les contenus qui sont mieux positionnés que nous, au final, il y a peut-être des idées à reprendre pour améliorer son contenu. Alors ensuite, on a une question, quid du contenu et de l'UX de Pauline? Question intéressante. Ouais, alors là-dessus, Volon travaille des UX designers pour qu'il y ait du contenu sur toutes les pages. Non plus, je trouve que c'est une question super intéressante et je pense qu'il y aurait moyen d'ailleurs d'en faire une présentation entière, mais je pense qu'il y a beaucoup de compromis à trouver entre l'UX et le contenu et il y a beaucoup d'opportunités à travailler au final. Souvent en SEO, on est un peu freiné par la technique et quand c'est pas la technique, c'est l'UX qui nous interdit d'ajouter trop de contenu ou de faire un petit peu trop ce qu'on veut. Mais au final, c'est assez facile de trouver des combinaisons. Je sais pas si on peut aller loin dans le détail, s'il nous reste beaucoup de temps ou pas. Mais ouais, il y a vraiment pas mal de choses à faire là-dessus. Donc, du coup, je réponds pas trop à la question à part avec du teasing, mais ouais, il y a pas mal de choses à faire. Ouais, d'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'un webinaire tout entier. En tout cas, pour ma part, si j'ai des conseils à donner, très clairement, si vous voyez que une de vos landing pages, un de vos contenus SEO, elle fait un taux de rebond à 90-99%, déjà, un, c'est dommage pour la conversion. Deux, d'un point de vue SEO, ça peut faire poser quelques questions. L'autre point derrière, pour donner 2-3 conseils, typiquement, de plus en plus, on voit des contenus, notamment sur la partie informationnelle, qui sont longs et profonds, bon ça c'est une chose, et qui mettent des sommaires par exemple au-dessus pour faciliter la navigation. Voilà, là il y a plein de petites astuces en fait pour se dire ok, je crée des contenus profonds et vraiment utiles, par contre je facilite l'UX. Pareil, quand je mets du maillage interne, c'est l'UX pour aller découvrir d'autres pages. Donc l'UX et le contenu, c'est vraiment des sujets très clés. Donc les KPI que vous pouvez mesurer, taux de rebond, durée de la session, nombre de pages par session, etc., etc. Alors, quel pourcent de contenu par rapport à son code, j'imagine, HTML? Alice, tu dois avoir plus de données que moi sur ce sujet, j'imagine. Ouais, oui, oui, oui. En fait, la réponse, elle est simple, il y a pas de pourcentage. Comme on disait tout à l'heure, on va pas avoir de limite minimum ou maximum pour le nombre de mots sur une page et à l'identique, le ratio texte-code, c'est pas vraiment une question qu'on va se poser. On arrive aujourd'hui dans une logique où tout ce qui est boilerplate, donc tout ce qui est menu, navigation à facettes, footer, tous ces éléments en fait qui vont se répéter de page en page ou en tout cas de template en template, on arrive en fait à être dissocié et on a des algorithmes qui arrivent à se focaliser sur le contenu éditorial. Et je pense qu'en fait le plus important c'est est-ce que mon contenu répond à la question, est-ce qu'il répond mieux à la question que mes concurrents et est-ce que en bout de course surtout si derrière il y a une importance business forte pour le mot-clé, et ça je parle au terme du marché, pas intra au site internet, si à ça, si ces facteurs sont réunis,
alors ça fonctionne. Mais je n'aurais pas tendance à me poser la question du ratio texte-code. Je pense que c'est aller un peu trop loin. Juste s'assurer que la technique soit bonne, évidemment, mais surtout que le contenu soit pertinent et légitime par rapport à la question qui est posée. En effet. Alors, je vois qu'il nous reste 3 minutes et ça tombe bien, il reste 3 questions. Donc, on va essayer d'être bref et synthétique. Donc, parmi les dernières questions, quelle est l'importance des backlinks dans une stratégie de création, d'optimisation de contenu? On imagine que les Furet.com ou ManoMano se sont pas contentés de rédiger du contenu pour booster leur visibilité sur Google. Alors, pour moi, pour donner une réponse là-dessus, le netlinking, très clairement, c'est clé. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par rapport à il y a 10 ans, le contenu a pris quand même plus d'importance que le netlinking à l'époque. À l'époque, c'était du lien, ça suffisait. Donc, il y a une belle équipe qui a mis en place Google à ce niveau-là. Alors après, il faut savoir que le contenu, ça rapporte des liens avec du link baiting, etc. Et après, bien entendu, si on veut booster cette partie netlinking vers des contenus de qualité, ça ne pourra qu'aider. Par contre, faire du netlinking vers des contenus pas quali, qui n'ont pas la capacité à ranker, là, ça ne sert à rien. Donc, on voit bien que c'est toujours le sujet du SEO, c'est les synergies entre les 3 piliers. Alors après, on a une question plus technique. Faut-il bannir le JavaScript pour la mise en page du texte parce qu'il nuit au SEO, même s'il apporte beaucoup en UX? Oui, apporte beaucoup en UX, oui, certainement. Pour la mise en page du texte, en fait, plus simplement, il faut qu'il y ait un pré-rendu HTML complet, à minima du contenu pour qu'il soit lu. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le rendu JavaScript coûte cher. Il n'est pas fait autant de fois que le crawler va hiter les pages. Google va attendre d'avoir suffisamment de pages pour lesquelles faire le pré-rendu pour le faire justement. Donc autant en fait avoir affiché un pré-rendu HTML complet pour que ce contenu soit lu et que ça ne coûte pas trop cher aux bots. Moi, j'irais plutôt dans cette logique-là de ne pas le faire dépenser des masses. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Faisons des économies. Et la dernière question, c'est justement, peut-on rappeler les 3 gros avantages liés à l'optimisation des contenus existants? Donc, pour les rappeler de manière synthétique, globalement, vous avez bénéficié déjà d'un acquis, vous avez un socle de contenu sur lequel partir. Et donc, typiquement, vous avez des gains importants à la clé, notamment si vous optimisez les contenus qui sont en bas de première page Google ou en deuxième page Google sur leurs mots-clés principaux. Et le tout avec moins d'efforts que de la création de contenu. Donc, du coup, c'est une approche qui est à la fois héroïste et qui permet en plus de viser des gains avec une jolie rentabilité derrière. Donc voilà, on a répondu aux différentes questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous avez nos adresses mail en bas. N'hésitez pas aussi, si vous voulez les slides, vous pouvez nous envoyer un mail, on vous les enverra. Et puis, un gros merci à tous pour avoir participé à ce webinaire avec Alice et moi-même. Merci à tous. On rend l'antenne. Merci à tous et bye Nicolas. Bye Alice.